Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Kenneth Macduff, un tueur en série texan dont on a du mal à comprendre comment il a pu faire autant de victimes sans se faire attraper, et vous allez le voir même à s'en sortir aussi bien pendant très longtemps. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo que vous connaissez probablement déjà, HelloFresh. Alors vous le savez, HelloFresh c'est un service de livraison de recettes à domicile pour se simplifier la vie, manger des choses différentes chaque semaine, équilibrées, sans avoir besoin de chercher ce que tu vas préparer ni ce dont tu auras besoin pour faire les recettes. Il suffit juste de choisir le type d'abonnement que tu veux, entre 3 et 5 repas livrés par semaine, pour combien de personnes, avec tes critères, est-ce que tu veux une cuisine basse calories, rapide à préparer, végétarienne, familiale, il y a plein de critères possibles. Et ensuite, chaque semaine, tu reçois ton colis avec tous les produits ultra frais pour réaliser tes recettes. Personnellement, j'utilise HelloFresh depuis plusieurs mois maintenant, donc j'ai quand même pas mal de recul sur l'expérience pour pouvoir vous en parler et franchement, j'adore le service. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie sur une longue période que depuis que je suis abonnée. D'ailleurs, j'ai aussi plusieurs potes qui s'y sont mis eux aussi tellement j'ai pas arrêté de leur dire que moi je kiffais vraiment ce fonctionnement. Alors comme je vous l'ai dit, moi cet été, j'essaie de manger végétarien le plus possible. Donc ça m'aide beaucoup dans cette direction. Mais on a aussi goûté avec Pierre quelques recettes avec de la viande et elles sont très bonnes aussi. Franchement, je vous recommande vraiment de tester et justement pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur les services d'HelloFresh. On a une offre en ce moment. Il vous suffit de suivre le lien qui est en barre d'informations et d'utiliser le code qui s'affiche à l'écran en ce moment, FreshSonia, pour bénéficier d'une réduction allant jusqu'à moins 80 € sur vos 3 premières box. Ça vaut vraiment le coup d'utiliser ce code pour tester, comme ça vous voyez comment ça se passe et je suis certaine que vous allez adorer. Alors merci beaucoup à HelloFresh de m'avoir fait confiance et d'être mon partenaire pour cette vidéo. Vraiment, vous nous régalez. Et maintenant, sans plus attendre, je vais vous laisser vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Kenneth Macduff est né le 21 mars 1946 dans la petite ville de Rosebud, au Texas. Il était le cinquième d'une fratrie de 6 enfants. Il n'y a pas grand chose à signaler sur l'enfance de Kenneth Macduff. Sa famille s'en sortait bien financièrement grâce à l'entreprise de son père dans le bâtiment et ses parents avaient tendance à tout lui passer, surtout sa mère Addie, qui était d'ailleurs très affectueusement surnommée la Pistol Packing Mama, après qu'elle ait menacé avec une arme à feu le conducteur du bus scolaire qui avait un jour viré Lonnie, le grand frère de Kenneth. Bon, rien que ça déjà, ça donne quand même une sacrée indication sur le type d'environnement et d'éducation que les enfants Macduff ont reçu, avec une mère prête à faire preuve de violence pour les soutenir plutôt que de les cadrer. Ça ne va donc pas trop vous surprendre d'apprendre que au lycée, Kenneth est devenu un harceleur notoire qui s'en prenait évidemment toujours à plus faible physiquement que lui. Finalement, il quitte l'école durant le lycée pour se mettre à travailler dans l'entreprise de son père. Il faisait principalement des petits boulots du genre tondre des pelouses ou du petit bricolage. Et plus tard, lorsqu'il raconte cette période de sa vie, Kenneth Macduff aimera beaucoup se vanter d'avoir tellement excellé dans ces petits jobs qu'il rendait tous les autres jaloux. Moi. En parallèle de ça, Macduff se met aussi à commettre des délits et en particulier il est impliqué dans de nombreux cambriolages. En 1964, alors qu'il a tout juste 18 ans, Kenneth Macduff est arrêté pour ses vols et reconnu coupable pour 12 cambriolages ou tentatives de cambriolage dans plusieurs comtés du Texas. Et du coup, il est condamné à 12 ans d'emprisonnement simultané, c'est-à-dire que les peines ne se cumulent pas dans le temps, mais qu'elles s'effectuent tout en même temps. Et en 1965, environ un an plus tard, il est remis en liberté conditionnelle.
Peu de temps après, Macduff repasse par la case prison après s'être battu, mais à nouveau, il est libéré pas très longtemps derrière. Le 6 août 1966, Macduff passe la journée avec un pote qu'il connaît depuis peu, Roy Green, à couler du béton pour l'entreprise de son père. En fin de journée, plutôt que d'aller au bar du coin pour prendre une bière, les deux hommes montent en voiture et traînent dans les rues d'Everman. Macduff déclare à Green qu'il a envie de chercher une fille. La suite des événements, je vous la raconte selon la version de Green, qui aurait agi sous la contrainte, selon ses dires. Honnêtement, j'y crois pas vraiment, mais bon, chacun se fera son idée. C'est sur un parking près d'un terrain de baseball que Macduff repère finalement sa proie. Edna Sullivan, une jeune fille de 16 ans, qui est en compagnie de son petit copain de 17 ans, Robert Brand, et du cousin de ce dernier, Mark Denham, 15 ans. Il est à peu près 10 h du soir. Kenneth Macduff s'approche du trio et dégaine un revolver pour les menacer. Il les oblige à monter dans le coffre de leur voiture, puis se met au volant. Green, son complice, le suit avec la voiture de Macduff. Ils conduisent un bout d'autoroute avant que Macduff ne prenne une sortie et entraîne ses victimes dans un champ. Puis lorsqu'ils sont isolés, il fait sortir Edna du coffre et demande à son complice de l'attacher dans sa voiture. Ensuite, il se retourne vers les deux jeunes garçons qu'il a également enlevés et tire 6 balles dans leur tête. Mark et Robert perdent tous les deux la vie sur le coup. Ensuite, Kenneth Macduff demande à Green de nettoyer le volant de la Ford volée pour effacer les empreintes digitales. Puis ils repartent dans la Dodge Coronet de Macduff avec Edna qui est toujours ligotée à l'arrière. Ils se garent à un autre endroit que là où les deux garçons ont été tués et violent tous les deux Edna à de nombreuses reprises. Je vous rappelle qu'on est toujours selon les dires de Roy Green et que du coup, toujours selon sa version, il agissait sous la contrainte. Au bout d'un moment, Macduff demande à son complice de lui donner quelque chose pour étrangler la pauvre adolescente. Green lui propose sa ceinture, mais Macduff préfère finalement utiliser un manche de balai pour assassiner Edna Sullivan en l'étranglant avec avant de jeter son corps dans des buissons et de s'enfuir. Sur le chemin du retour, les deux criminels s'arrêtent dans une station-service pour acheter du Coca-Cola avant de dormir tous les deux chez Green. Le lendemain, ils se rendent chez un ami en commun et ils lui demandent s'ils peuvent laver la voiture chez lui, ce qu'il accepte. Et c'est là que Roy Green craque et avoue ce qui s'est passé aux parents de cet ami, qui eux-mêmes vont prendre contact avec la mère de Green, qui par la suite parviendra à le convaincre de se rendre à la police. Et c'est ainsi que Kenneth Macduff a lui aussi été arrêté et mis en examen pour les meurtres des 3 adolescents. Pour ces crimes, Kenneth Macduff a été condamné à la peine de mort, tandis que son complice, Green, a lui reçu une peine de 25 années d'emprisonnement et qu'il a finalement été libéré en 1979 après 13 ans passés derrière les barreaux. Du côté de Kenneth, les choses ont évolué petit à petit. Sa peine de mort a été transformée en peine de prison à perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans lorsque la peine de mort a temporairement été suspendue par la Cour suprême en 1972 au Texas. Et à partir de là, son avocat s'est engouffré dans la brèche laissée par la justice. Cet avocat a monté tout un dossier assez conséquent pour démontrer que son client avait en fait été piégé et que c'était Roy Green, le véritable tueur. Il semblerait même qu'un pot de vin ait été versé à un membre de la commission de révision du dossier de Kenneth Macduff, ce qui lui a valu une nouvelle peine de 2 ans de prison pour tentative de corruption. Mais vous savez quoi, le Texas n'arrivait plus à gérer le nombre de ses détenus à cette période-là. Les prisons étaient complètement surpeuplées et il a été décidé que certains des détenus, ceux ayant un bon comportement, seraient libérés. Macduff a donc été libéré au début du mois d'octobre 1989 après 23 ans de prison. On pense que à peine 3 jours après sa sortie, il s'est remis à tuer. En fait, il avait pris un job dans une station essence en parallèle de cours qu'il suivait dans un community college à Waco. Je vous ai déjà parlé des community colleges, il me semble. C'est en gros des facs qui coûtent beaucoup moins cher que les universités classiques, qu'elles soient publiques ou privées. Et ça permet de passer des diplômes du genre DU ou BTS comme on a en France. Bref, peu importe. À ce moment-là, donc, le corps d'une jeune femme de 30 ans, Sarasha Parker, est malheureusement retrouvé à environ 80 km au sud de Waco,
aux abords d'une autoroute le 14 octobre 1989. Elle a été battue, étranglée et jetée dans un champ. Macduff n'est pas suspecté du tout à ce moment-là, pourtant il va à nouveau retourner en prison, mais cette fois après qu'il ait proféré des menaces de mort et des insultes raciales à l'égard de jeunes afro-américains. Mais sa mère, Addie Macduff, se démène, elle paye plus de 2000 $ 2 avocats pour qu'ils étudient les possibilités de libération de son fils, et le 18 décembre 1990, Kenneth Macduff est encore libéré. Alors oui, je sais ce que vous pensez, on est encore sur une histoire comme ça. Ensuite, Macduff va se remettre à tuer, évidemment. Le 21 septembre 1991, on découvre le corps de Cynthia Gonzalez, 24 ans, dans un ruisseau à proximité d'une route de comté. La jeune femme était portée disparue depuis 6 jours. Le 10 octobre 1991, à Waco, Macduff fait monter dans sa voiture Brenda Thompson, une travailleuse du sexe, mais les intentions de Macduff sont mauvaises, il ne compte pas simplement la payer pour avoir une relation sexuelle avec elle. Après quelques minutes, il l'agresse, la ligote, puis continue à rouler pour trouver un coin tranquille. Mais soudain, il est contraint d'arrêter son véhicule parce qu'au milieu de la route se dresse un barrage de policiers. L'un d'entre eux commence à s'approcher de la voiture. Brenda saisit cette occasion et donne des grands coups de pied dans le pare-brise qui se fissure. Macduff écrase son pied sur l'accélérateur. 3 policiers doivent sauter sur le côté de la route pour ne pas être écrasés. Une grosse course-poursuite s'organise, mais Macduff va parvenir à s'en sortir en éteignant ses phares et en empruntant une ruelle à sens unique à contresens. Plus tard cette nuit-là, il se gare dans les bois près de l'autoroute 84, torture Brenda Thompson, la viole, puis l'assassine. Les restes de son corps ne seront retrouvés que 7 ans après sa disparition. 5 jours plus tard, le 15 octobre 1991, Macduff est aperçu dans un motel de Waco par des témoins en pleine dispute avec une travailleuse du sexe de 17 ans, Regina Diane Moore. Quelques instants plus tard, il monte dans le pick-up de Macduff. C'est la dernière fois qu'on a vu Regina en vie. Elle est restée portée disparue pendant 7 ans après ça, jusqu'à ce qu'on retrouve son corps le 29 septembre 1998 dans un coin reculé juste derrière l'autoroute numéro 6 près de Waco. Les bras et les jambes de la victime avaient été ligotés avec ses propres bas. Le matin du 29 décembre 1991 à Austin, Colleen Reed, 28 ans, se rend à la Lower Colorado River Authority où elle travaille comme comptable pour y faire du bénévolat. Elle poursuit sa matinée en assistant à la messe avant de rejoindre son petit ami Oliver pour le déjeuner. Ne se sentant pas au mieux de sa forme, Colleen fait une petite sieste avant de repartir pour l'après-midi. Elle enfile un beau manteau à carreaux rose et ivoire, puis prend la direction d'un bureau pour y déposer de l'argent, enchaîne avec quelques courses, puis s'arrête dans un lave-auto. Des témoins entendent tout à coup un hurlement et aperçoivent 2 hommes qui forcent Colleen à monter dans leur pick-up avant de démarrer en trombe. Lorsque la police arrive sur place quelques minutes plus tard, il est déjà trop tard. Tout ce qu'ils trouvent, c'est la décapotable Mazda blanche de Colleen, encore pleine de savon, son sac à main et les courses dans la voiture. Mais qui pourrait bien vouloir du mal à Colleen Reed? C'est une jeune femme originaire de Louisiane qui était brillante, appréciée de tous. Elle aime tout ce qui touche à la nature, l'environnement, les animaux. Elle est décrite comme quelqu'un de très chaleureux, sociable, bosseuse. Alors les policiers n'ont aucune piste, ils sont obligés de se tourner vers la thèse du crime gratuit, sachant que en plus à cette période, le taux de criminalité grimpait en flèche à Austin, mais ils n'ont aucun suspect en ligne de mire. Pendant ce temps, Macduff continue à semer derrière lui les cadavres sans prendre tellement de précautions. Le 24 février 1992, il s'attaque à Valentia Joshua, une travailleuse du sexe de 22 ans, vue pour la dernière fois en train de frapper à sa porte. Et son corps sera retrouvé 20 jours plus tard sur un terrain de golf près du Community College où elle et Kenneth Macduff étaient tous les deux étudiants. Le 1er mars 1992, Melissa Northrup, une jeune femme de 22 ans, mère de 2 enfants et enceinte de son 3e, travaille dans un magasin Quick Pack de Waco lorsqu'elle disparaît. 250 $ sont également volés dans la caisse enregistreuse du magasin. Alors rapidement, les soupçons des enquêteurs se tournent vers Kenneth Macduff parce que lui-même a déjà travaillé dans ce magasin par le passé et qu'il a aussi été aperçu par des témoins
en train de rôder près de la boutique juste avant la disparition de Melissa. Et bon, évidemment, les policiers voient que le type, il a quand même un sacré passif. Hein. Il a déjà été arrêté pour triple homicide, condamné à être exécuté, sorti du couloir de la mort de justesse, relâché. Il est aussi suspecté d'être en possession d'une arme à feu non déclarée et de dealer de la drogue, et donc maintenant d'être désormais impliqué dans la disparition d'une femme enceinte. Ça fait beaucoup, hein. Mais vous le savez, ce qui est important, c'est de ne pas rater son coup avec les individus comme ça. Donc les enquêteurs décident d'obtenir le plus d'informations sur lui et ils convoquent un ami de Kenneth, dénommé Alva Hank Worley, 34 ans, pour lui poser des questions. Nous sommes en avril 1992 et lors de cet interrogatoire, Worley révèle une information essentielle. Il prétend avoir participé à l'enlèvement de Colin Reed. Vous vous souvenez, c'est la jeune femme du lavage auto, alors qu'il était avec Kenneth Macduff. Worley dit que ce jour-là, ils étaient sur la route entre Austin et Belton lorsqu'ils se sont arrêtés sur le parking et qu'ils ont enlevé Colin. Il parle même d'actes violents de torture auxquels lui-même aurait participé. Il aurait notamment jeté la jeune femme sur le sol, lui aurait mis des gifles et l'aurait brûlée avec une cigarette. Il dit aussi qu'il ne sait pas exactement quelle a été la suite des événements parce qu'il se serait fait déposer chez sa sœur par Macduff alors que Colin Reed était toujours en vie et enfermé dans le coffre de la voiture, mais qu'il pense que Macduff l'a emmené près du lac Belton, probablement pour l'assassiner. Bien sûr, des policiers sont tout de suite envoyés dans la zone avec des chiens pour tenter de retrouver Colin, mais la piste ne donne rien. Par contre, les enquêteurs prennent très au sérieux le témoignage de Worley, bien que ce soit un toxicomane qui s'injecte des amphétamines, et il se lance à la recherche du meurtrier. Macduff il se trouve désormais à plusieurs centaines de kilomètres de là, à Kansas City dans le Missouri. Il se fait d'ailleurs appeler Richard Fowler et tente probablement de se faire oublier en ayant, je pense, senti qu'après l'enlèvement de Melissa Northrup, il a frôlé l'arrestation. Nous sommes le 1er mai 1992. Gary Smithy, un employé d'une entreprise de collecte d'ordures, se détend devant cette télévision. À l'écran passe la célèbre émission America's Most Wanted, un programme qui présente des fugitifs recherchés. L'émission présente le portrait de Kenneth Macduff et Gary est frappé par l'étrange ressemblance entre le criminel et son nouveau collègue de travail, un dénommé Richard. Un doute l'envahit et Gary décide d'en parler à un autre collègue de travail pour voir ce qu'il en pense. Finalement, après avoir reçu les encouragements dont il avait besoin, je pense, Gary Smithy contacte la police de Kansas City et il leur donne le nom du fameux Richard Fowler. Dès que les policiers entrent ce nom dans leur base de données, ils constatent que ce Richard il a justement été arrêté récemment pour avoir sollicité les services de prostituées. Ses empreintes digitales avaient d'ailleurs été relevées à cette occasion. Or, ces empreintes, lorsqu'on les compare à celles du fugitif, eh bien ce sont les mêmes. Richard Fowler et Kenneth Macduff ne sont qu'une seule et même personne. Le 4 mai 92, Macduff est arrêté par 6 agents de police, parmi lesquels 3 d'entre eux étaient les fils des policiers qui avaient arrêté Macduff en 1966 après les meurtres d'Edna, Mark et Robert. Je vous jure que ce genre de truc, c'est pas possible de l'inventer. Kenneth Macduff n'a été jugé que pour l'enlèvement et le meurtre de Melissa Northrup, dont le corps avait été retrouvé 1 mois et demi après sa disparition dans une carrière de gravier, les bras attachés dans le dos. Faute de corps, il était compliqué de le relier au supposé meurtre de Colin Reed. Donc pour cet enlèvement et pour ce meurtre, il a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort le 18 février 1993. Comme vous l'avez compris, Macduff n'a pas été reconnu coupable pour tous les crimes qu'il a commis. Au final, ça a été le cas seulement pour les 3 premiers et pour le dernier, en tout cas officiellement. Et on ne sait pas exactement combien de victimes il a pu faire. Les chiffres estimés varient entre 9 et une quinzaine, peut-être même plus. Je pense que vous avez compris que le mobile, c'était un mélange de pulsions sexuelles et de sadisme très prononcé. Kenneth Macduff adorait voir souffrir ses victimes, il n'avait absolument aucune empathie, aucun respect pour la vie d'autrui, aucune morale, il se foutait totalement des lois évidemment, mais aussi des émotions des autres. Et ce qui est quand même fou, c'est que contrairement à beaucoup d'autres tueurs, pour lesquels à la limite, sans que ça excuse tout, on peut repérer des traumatismes graves dans l'enfance,
qui peuvent un petit peu expliquer comment ils en sont devenus à être violents. Dans le cas de Kenneth Macduff, c'est absolument pas le cas. Au contraire, on a presque l'impression que c'était un enfant roi auquel tout a toujours été permis et qu'il s'est développé un peu comme ça avec un ego démesuré et aucune considération pour les autres. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur son enfance et comme évidemment j'y étais pas, je peux pas affirmer qu'il a pas vécu de trauma, mais en tout cas, je n'en ai pas trouvé de traces. Alors comment on en parlait sur Twitch il y a pas longtemps, j'ai cru comprendre que une petite piqûre de rappel sur la psychopathie ne serait pas de refus en vidéo. La psychopathie n'est pas un diagnostic qu'on pose, c'est pas une étiquette de trouble psy reconnu, mais on va assez souvent parler d'une personnalité ou de traits ou de tendances psychopathiques. Aujourd'hui, ce qui ressemble le plus au syndrome qu'on pourrait désigner comme de la psychopathie, ça serait une combinaison de plusieurs troubles de la personnalité, et notamment celui de la personnalité narcissique et de la personnalité antisociale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur les troubles de la personnalité pour ceux que ça intéresse, le lien va s'afficher juste ici, vous pouvez aller voir pour compléter. Maintenant que j'ai remis au clair la non-validité du terme de psychopathie en tant que diagnostic pur, mais que à la fois ça reste quand même une notion qu'on utilise en criminologie, il faut aussi que je précise que toutes les personnes qui répondent à un grand nombre des critères que je vais citer juste après pour la psychopathie ne sont pas nécessairement des criminels. Ce n'est pas parce qu'on est un psychopathe qu'on tue, loin de là, donc si jamais vous avez un score élevé à l'échelle dont je vais vous parler après, mais que vous n'avez jamais commis de crime, il faut pas s'affoler, ok? C'est normal, la plupart des psychopathes ne sont pas des tueurs, et heureusement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le psychopathe, il a très facilement tendance à utiliser les autres et à les manipuler. Donc il y a quand même un petit peu cette dimension dans la relation, mais c'est pas nécessairement plus grave et on ne parle pas d'actes criminels. Alors il y a un psychologue canadien qui a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de la psychopathie, c'est Robert R. Et il a construit une échelle qui s'appelle la PCL-R pour Psychopathie Checklist version révisée, plus connue aussi sous le nom de l'échelle de R tout simplement, qui va un peu nous donner un tableau classique de ce qu'est le psychopathe. En vrai, c'est un peu amusant à faire et c'est pour ça que je vais vous la citer. Et puis je me suis dit qu'on allait essayer de trouver le score de Kenneth Macduff sur cette échelle pour voir si, oui ou non, il peut correspondre à ce qu'on appelle un psychopathe. L'échelle est vraiment très simple à utiliser, vous allez voir, on a 20 items qu'on va coter de 0 à 2. 0, ça signifie que l'item ne correspond pas du tout ou vraiment très peu à l'individu. 1, c'est genre ça correspond moyennement, et 2, c'est que ça correspond plutôt bien à l'individu. Ça veut dire qu'on va avoir des scores qui vont aller de 0 à 40 au maximum. Ce que je vous propose, c'est que moi, je réponde ce que j'aurais noté pour Kenneth Macduff. Vous, de votre côté, vous pouvez essayer de le faire aussi et ou de vous faire passer l'échelle à vous-même. Allez, on fait le test tout de suite et je vous expliquerai la cotation à la fin pour éviter de vous influencer. Le premier point, c'est la loquacité et le charme superficiel, donc le fait de beaucoup parler et d'être beaucoup dans cette un peu approche de séduction. Donc on va se demander, est-ce que cette phrase correspond totalement à l'individu, donc à vous ou à celui qu'on essaie de noter, auquel cas vous cochez 2. Est-ce que c'est moyennement, dans ce cas vous cochez 1, ou pas vraiment, et dans ce cas vous mettez 0. Le deuxième point, c'est la surestimation de soi. Encore une fois, cette phrase correspond-elle totalement, auquel cas, eh bien, vous cochez 2, moyennement, dans ce cas, vous cochez 1, ou pas vraiment, dans ce cas, vous cochez 0. Je pense que je vais arrêter de vous réexpliquer, vous avez compris comment ça fonctionne. Le troisième point, c'est le besoin de stimulation et la tendance à s'ennuyer. Est-ce que cette phrase correspond bien, moyennement, ou pas du tout? Le quatrième item, c'est la tendance au mensonge pathologique. Le cinquième, c'est la duperie et la manipulation. Le sixième, c'est l'absence de remords et de culpabilité. Le septième, c'est l'affect superficiel, c'est-à-dire les émotions qui restent en surface, on va dire. Le huitième item, c'est l'insensibilité et le manque d'empathie, à l'égard des autres donc. Le neuvième point, c'est donc la tendance au parasitisme.
Le 10e, une faible maîtrise de soi. Le point 11, la promiscuité sexuelle. Donc l'individu est en recherche constante de la promiscuité sexuelle. 12e point, apparition précoce de troubles du comportement. 13e, incapacité de planifier à long terme et de façon réaliste. 14e item, impulsivité. 15e, irresponsabilité. 16e, incapacité à assumer les responsabilités de ses faits et gestes. Le point numéro 17, nombreuses cohabitations de courte durée. Le 18, délinquance juvénile. Le 19, violation des conditions de mise en liberté conditionnelle. Et 20e et dernier point, diversité des types de délits commis par le sujet. Alors, il est temps de faire les comptes. Pour Kenneth Macduff, j'arrive à un score à peu près de 25 sur 40, sachant qu'il y a certains items que j'ai dû noter à 0 parce que je n'avais pas suffisamment d'informations pour y répondre. Par exemple, est-ce qu'il avait vite tendance à s'ennuyer? J'avoue que j'en sais rien, mais si ça se trouve c'est oui, donc ça aurait peut-être pu faire 2 points supplémentaires. Pour la plupart d'entre vous qui avez répondu à ce test, je pense honnêtement que vous ne devez pas avoir un score plus élevé que 10 points à peu près. Et encore, quand je dis 10, je laisse pas mal de marge parce qu'on considère qu'une personne lambda qui n'a pas de casier judiciaire ne dépasse normalement pas les 5 points. Mais comme je sais que certains d'entre vous vont avoir tendance à se noter un peu trop sévèrement, je pense que vous pouvez vous rassurer tant que vous n'êtes pas au-dessus de 10, même, allez, disons 15, ça veut dire que vous êtes à peu près dans la norme. Si vous êtes à 15 ou plus, c'est pas grave, ne vous alarmez pas, ça peut vouloir dire, cela dit, que vous avez des traits en commun avec la psychopathie. Encore une fois, je réinsiste là-dessus, la majorité des psychopathes ne sont pas des criminels, donc ne prenez pas peur, c'est des mots qui font peur, mais ça veut rien dire de concret, hein. Normalement, une personne qu'on va considérer comme psychopathe, elle obtient au moins 30 points sur cette échelle de 40, donc il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup. Et dans tous les cas, c'est pas une échelle comme ça que vous allez faire en auto-évaluation qui permettra de poser un diagnostic. D'autant que, si vous m'avez bien écouté avant, vous savez que le diagnostic de psychopathie n'existe pas. Donc si jamais vous trouvez que votre score est un petit peu élevé, ne paniquez pas. Pour revenir au cas de Kenneth Macduff, vous voyez que avec les infos que moi j'ai trouvées, on peut pas affirmer qu'il était un psychopathe, mais on voit quand même qu'il cumulait pas mal de signaux, sachant qu'en plus je pouvais pas répondre à toutes les questions, mais honnêtement je pense que si on avait pu le faire correctement, on aurait pu approcher du score de 30. Bref, je pense que Kenneth Macduff c'était vraiment du genre à considérer les autres, surtout les femmes, surtout les travailleuses du sexe, comme des objets, des moins que rien qu'il pouvait utiliser, torturer et tuer à sa guise. Je pense vraiment pas que c'était quelqu'un de fou, au contraire, et quand j'utilise fou c'est un petit peu pour reprendre le terme insane qu'on utilise en anglais. Ce que je veux dire c'est que je pense pas qu'il n'était pas responsable de ses actes aux yeux de la loi. Je pense qu'il savait que ce qu'il faisait était mal et réprimandé par la loi. Je pense aussi qu'il choisissait ses victimes en bonne partie en ayant conscience qu'elles seraient moins recherchées. Je pense qu'il agissait à moitié par impulsion, à moitié de façon organisée, parce que on voit que parfois il entraînait un complice avec lui, qu'il avait des attitudes de prédateur où il rôdait à la recherche d'une future victime, donc d'une opportunité. Mais ça reste quand même un tueur plutôt organisé quand même et qui pense par exemple à masquer les preuves pour ne pas se faire attraper. Macduff a finalement été exécuté le 17 novembre 1998. Peu de temps avant son exécution, il a donné l'emplacement du corps de Colin Reed dans l'espoir de repousser encore le moment de sa mort, mais en vain. Il est aujourd'hui enterré quasi anonymement dans le cimetière de sa prison. Il avait 54 ans, il a été le premier et je crois le seul détenu des États-Unis à avoir 2 numéros différents de condamnés à mort. L'affaire Kenneth Macduff, elle a eu de puissantes conséquences au Texas puisque après sa seconde arrestation et seconde incarcération pour meurtre, l'État a revu tout son système pénitentiaire afin d'empêcher que des criminels violents puissent obtenir des libérations anticipées. Tout ce qui entoure les libérations conditionnelles a été révisé et est devenu plus strict.
Les anciens détenus qui se réinsèrent sont désormais beaucoup plus surveillés et on a également construit des nouvelles prisons pour lutter contre le phénomène de surpopulation des établissements pénitentiaires. Toutes ces mesures-là sont connues sous le nom des lois Macduff. Voilà, et bien j'ai terminé avec le cas de Kenneth Macduff. J'espère vraiment que cette vidéo vous a appris des choses et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour éventuellement les plus timides d'entre vous de me mettre simplement un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Encore un grand merci à HelloFresh d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir jusqu'à moins 80 € sur vos 3 premières box en utilisant le code FreshSonia et en suivant le lien qui se trouve en barre d'infos. Alors vraiment saisissez cette occasion pour vous faire livrer des délicieuses recettes chez vous dès à présent. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I